C'est ça. C'est calme tout d'un coup. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, il y en a qui ont trouvé ce que c'était Non? En fait, ça, c'est une carte qui représente la campagne de Napoléon en Russie. Au début, c'est le nombre de personnes qui sont parties, et en noir, c'est le nombre de personnes qui sont revenues. Et on voit aussi l'évolution de la température sur le retour au thermomètre de revenir. Donc là, c'est un peu... Donc, voilà. C'est une vieille carte qui a été faite en 1800 et quelques par un Français. Et elle est souvent citée en exemple si vous regardez dans les trucs de DataVis. Si vous vous renseignez sur le sujet, vous regardez l'historique, vous allez souvent trouver cette carte-là. Donc on va commencer. Donc choisir ces DataVis. Donc vous avez tous fait, j'imagine, des DataVis. Tiens. Ah ouais. Yes. Donc je disais, vous avez tous fait des DataVis normalement si tout se passe bien, et vous êtes sûrement posé la question, qu'est-ce que je fais comme DataVis? J'ai des données, je veux les visualiser, je veux faire un graphe, mais lequel je veux choisir? Et donc pour choisir, il faut savoir quelle question on se pose en fait. Parce que la DataVis qu'on va choisir, elle va dépendre de quelle question on veut que la DataVis nous réponde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les différentes DataVis classiques jusqu'à moins classiques, et vous expliquer comment le cerveau perçoit la DataVis et à quelles questions elles vont servir à répondre. Ça paraît très compliqué, mais en fait ça va aller, ne vous inquiétez pas. Donc première DataVis, la DataVis la plus simple que tout le monde a dû faire, c'est une table. Donc là c'est un jeu de données qu'on va retrouver sur les premiers exemples, parce que j'aime bien. En fait c'est la pluviométrie à côté de chez moi, dans l'année 2012. Donc je vis en Normandie, donc il y a beaucoup de pluie. Ah, c'est pour ça. Hein? Donc voilà, donc c'était en 2012, il y a eu de la pluie. Donc ça sert à quoi une table? Une table, ça va répondre à la question quelle valeur précise il y a eu. Donc si là ma question c'est de savoir, je veux savoir très très vite en mai quelle est la pluviométrie en mai 2012, je regarde dans la table, juste sur la ligne mai 2012, je sais tout de suite exactement quelle est la quantité de pluie qu'il y a eu en millimètres. Après, voilà. Donc c'est très précis, c'est accurate et c'est pour voir des valeurs. Il y a aussi une limitation sur les tables, c'est que notre cerveau, en fait, on a un empan mnésique de 7. Alors ça parle à personne. En fait, 7, c'est un empan mnésique, c'est le nombre d'informations que vous pouvez retenir dans votre cerveau à un temps donné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mémoriser plus de 7 informations. Après, enfin, en moyenne, c'est de 5 à 7 suivant les personnes. Après, vous allez dropper des informations et donc vous allez oublier des choses. Donc là, si vous lisez la table, vous allez pouvoir retenir à peu près jusqu'à la 7e valeur. Si j'efface la table, vous allez pouvoir ressortir les 7 premières valeurs et après les autres, ça va être trop dur pour vous. Donc c'est pour ça les tables, il faut limiter le nombre de valeurs qu'on veut mettre si on veut que les personnes soient capables de faire des comparaisons. Donc on va passer à une autre DataVis, c'est des formes simples. C'est juste des formes et en fait ça sert pour comparer. Donc on va voir les formes, donc je vais expliquer plus tard après. Et ce qu'on va voir, ça va dépendre, donc ça va être l'air qu'on va comparer ou le volume si c'est une forme 3D. Et donc dans la hiérarchie qui est représentée, en fait, c'est si vous avez juste un rectangle et que vous faites varier qu'une dimension, ça va être beaucoup plus efficace que si c'est un carré ou un cercle dans lequel vous allez faire varier un côté ou le diamètre du cercle. Et ça va être, ce qui est encore moins efficace, c'est de faire une forme en 3D. Là, votre cerveau il va être complètement perdu. Donc on va voir ça. Donc là, si je vous présente ces formes-là, les ratios. Donc le ratio de 1, c'est la grande barre. Le ratio d'en dessous, c'est... Non, personne ne veut répondre. Comment? 50%? On est d'accord? Et celui encore en dessous, c'est 25%. Ok, simple. Là, on a vu, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir pour trouver. Maintenant, on va faire la même chose avec les carrés. Donc le ratio de 1, c'est le premier carré. Et le deuxième carré, c'est combien? Non, c'est 50%. Et le dernier, c'est 25%. Ouais. Le 25 est facile, mais 50, c'est un peu plus compliqué. Et on va retenter la même chose avec les volumes. Donc le premier volume, c'est 100%, le deuxième, c'est
50, ouais, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Et le dernier, c'est 25. Mais bon, vous comprenez bien que avec les volumes, c'est compliqué. Alors que sur les premières barres, c'était super facile. Donc si vous voulez utiliser des formes simples, utilisez des rectangles et faites varier qu'une seule dimension du rectangle. N'utilisez pas des carrés ou des cercles. Et pareil, si vous faites varier des cercles, c'est le volume du cercle qui doit varier, ce n'est pas le diamètre du cercle. C'est-à-dire pour faire un cercle qui a une apparence de 50% plus petit, vous ne divisez pas son diamètre par 2, vous divisez son aire par 2. Donc il faut faire un racine du rayon. Je vous laisse retrouver la formule. Alors les line charts. Les line charts, c'est pour faire quoi? C'est pour voir des évolutions. En fait, quand vous allez voir des données, vous voulez voir l'évolution entre un moment A et un moment B, et donc vous faites des line charts. Ce que le cerveau va voir, c'est l'angle que font faire les différentes lignes sur le line chart. En fait, on va comparer les différentes lignes. Sur un line chart, on met l'axe des X, on met les causes, et en Y, on met les effets. Et on peut faire varier l'épaisseur du trait pour tricher et avoir l'impression que ça varie moins. Plus vous allez avoir un trait épais, et plus on aura l'impression que les évolutions sont moins marquées. Donc normalement, voilà. Si je vous mets ça, en fait, vous pouvez regarder ce qui se passe entre juin et juillet. Donc vous allez avoir l'impression que ça descend d'une certaine manière. Et si vous mettez le trait beaucoup plus épais, vous avez l'impression que la pente est beaucoup plus faible. Ce qui n'est pas vrai en fait, c'est juste lié à l'épaisseur du trait. Donc faites attention quand vous faites des line charts, mettez pas des traits trop épais. Restez sur des traits relativement fins pour que votre graphe reste correct. Donc on passe à un autre graphique, bar chart, donc ce qui est simple aussi. Donc là, ce qu'on va voir, c'est pour comparer. Tout à l'heure, on voyait l'évolution. Donc on allait voir l'évolution entre les différents mois. Là, on va comparer rapidement les valeurs de différents mois. Par exemple, il faut voir que octobre, c'est le plus élevé, qu'au mois de février, c'est là où il a plu le moins, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour comparer les valeurs. Quand on fait des grouped bar charts, des bar charts groupés, donc c'est celui qui est en bas, il faut grouper les dimensions sur lesquelles on va comparer. Donc là, dans l'exemple, on va vouloir comparer les mois entre eux, donc on va grouper par mois. Si on voulait comparer les années, ce qui serait un peu stupide, on mettrait les années en bas. En fait, on mettrait 2014, on mettrait tous les mois de différentes couleurs et on fera un graphe comme ça. Je dis c'est stupide parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de mois. En fait, il y a 12 mois et donc c'est beaucoup trop. Donc, pour la comparaison, c'est pas top. Voilà. Donc maintenant, line vs bar. Quand est-ce qu'on peut choisir un line? Quand est-ce qu'on peut choisir un bar? Donc là, il y a un exemple. Donc entre juin et novembre, est-ce que vous êtes capable de me dire où est-ce qu'il a plu le plus? Alors, on va faire un vote à main levée. Qui vote pour juin? Ok. Et qui vote pour novembre? Ok. Et qui vote pour pareil alors? Ok. Non, bon, il y a une différence. Et maintenant, vous votez pour quoi? Juin? Vous êtes tous d'accord que c'est juin? D'accord. Donc on voit bien que les bar charts, c'est fait pour comparer des valeurs. Et maintenant, on va faire un truc inverse, on va faire le line chart. Donc là, l'évolution entre février et mars, c'est entre août et septembre. Donc laquelle a été la plus grande évolution? Entre août et septembre? Non, février-mars. Février-mars? Vous n'êtes pas d'accord. Donc on va voter. Qui vote pour février-mars? Ok, quelques personnes. Août-septembre. Et qui vote, c'est pareil en fait. Non, personne. Donc maintenant, on va voir sur le line. Et donc là, vous votez tous pour quoi? Août-septembre? On est tous d'accord? Ok. Donc là, on voit bien, si vous voulez montrer l'évolution, c'est le line chart. Si, alors c'est les mêmes données, c'est même les mêmes échelles, donc j'ai pas triché. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose, on va passer à d'autres graphes. Les barres. Donc, barre, c'est simplement une barre que vous avez et vous la découpez en plusieurs parties. Et chaque partie va représenter une partie du tout. Donc, le tout fait 100% et vous allez représenter les différentes parties. C'est mieux qu'un pie chart qu'on va voir juste après si vous n'avez pas beaucoup de valeurs. Si vous n'avez pas beaucoup de valeurs, les gens vont mieux pouvoir comparer les valeurs sur une barre où vous découpez que sur un pie chart. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur les barres. Donc maintenant, sur les pie charts, c'est pareil que pour les barres, c'est pour voir la composition, la partie dans un tout.
Ce qui est important, c'est que si vous représentez des pourcentages, c'est que la somme des pourcentages fasse 100% à la fin. Vous pouvez rire, mais je vois souvent des pie charts où ça ne fait pas 100% à la fin. Et c'est un peu emmerdant, en fait. Donc, c'est pour voir la composition. Donc, suivant les personnes, on ne va pas tous regarder la même chose pour pouvoir comparer les différentes parts entre eux. Donc, il y en a qui vont utiliser l'arc extérieur pour comparer. D'autres qui vont utiliser l'aire de chaque part. Et d'autres qui vont utiliser l'angle au centre pour comparer. Donc ceux qui s'amusent à faire des donuts où en fait ils rognent le centre, ils font chier une partie de la population qui utilise l'angle au centre pour comparer. Donc ne faites pas ça, laissez le centre, c'est très bien, ça aide les gens, donc le virez pas. Ouais. Il y a souvent des pie charts où en fait l'ordre est changé pour mettre les parts de la plus grosse à la plus petite. Ouais, j'en ai pas parlé, j'ai oublié d'en parler quand j'ai présenté les tables. Alors l'ordre c'est important, là c'est classé par ordre chronologique, c'est un ordre logique. Ça peut permettre par exemple là de comparer les différentes saisons entre elles, l'hiver, l'été, le printemps. Après classer par valeur c'est effectivement une bonne chose. La pire chose que vous pouvez faire dans un classement c'est de classer par ordre alphabétique. Ça c'est vraiment le pire. Donc, si vous avez une table, vous pouvez la classer par grandeur de valeur, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, suivant ce que vous voulez, ou par un ordre logique qui est là, l'ordre des saisons. Mais ordre alphabétique, c'est jamais. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Ne le faites pas. Ensuite, on passe aux cartes. Donc ça, c'est les cartes, c'est les plus anciennes datavises. Pourquoi je dis que c'est les plus anciennes datavises? Parce qu'en fait, on traçait des cartes avant de savoir écrire. Donc, par conséquent, c'est ce qu'il y a de plus vieux. À quoi ça sert une carte? Alors, ça sert à pas grand-chose, une carte. Ça sert juste quand vous avez des localisations spécifiques à montrer ou que vous voulez montrer un effet géographique sur vos données. La plupart du temps, c'est mieux de faire des bar charts. Par exemple, si vous avez des résultats d'élections et vous avez toutes les régions et vous dites « Ah, super, je vais faire une carte et dessus, je vais changer les couleurs suivant la région qui a voté plus pour machin ou pour machin. » En fait, vous faites un bar chart où vous avez juste le nom des régions et vous les ordonnez tous qui a voté le plus ou voté le moins. Ce sera beaucoup plus efficace que de faire une carte de France. Après, vous ne voyez pas des effets de zone, genre au nord, ils votent plus à droite et au sud, ils votent plus à gauche. Vous ne le voyez pas. Mais si votre but, c'est d'avoir pour chaque région combien ont voté pour qui, c'est plus efficace. Donc cette carte-là, elle est très intéressante. Alors, je vais vous aider à la décrypter un petit peu. En fait, ça représente un chercheur qui a recherché sur les épidémies de choléra et il voulait savoir en fait comment se propageaient les épidémies de choléra. Et donc il a tracé sur cette carte. Donc ici vous avez des petites barres le nombre de cas de choléra. Et en fait, il s'est aperçu que en fait, c'est très localisé. Et au final, il a trouvé que c'était dû à une pompe qui était infectée par le choléra. Et en fait, tous les gens de cette zone-là, ils allaient se servir à cette pompe-là pour prendre de l'eau, parce qu'on était dans les années 1800, donc il n'y avait pas l'eau courante. Ils allaient se servir à cette pompe-là qui était infectée, et du coup, ils avaient tous le choléra, et c'est pour ça qu'on retrouvait les comptes. Donc, ce qui est marrant, c'est le nom de ce chercheur, en fait. Il s'appelait John Snow. Et Jon Snow, en dehors de Game of Thrones, il est très célèbre puisque c'est le père de l'épidémiologie, en fait. Il est considéré comme le premier à avoir porté l'épidémiologie, justement grâce à la carte que j'ai montrée tout à l'heure. Voilà. Donc les dimensions. À votre avis, sur un chart, combien de dimensions on peut représenter sur un chart? Jusqu'à 3 faciles. Ok. Donc on va voir. Une dimension, on fait un bar. On l'a vu tout à l'heure, normal, facile. 2 dimensions, donc voilà, un scatter plot, axe des X, axe des Y, on fait bouger, facile. 3 dimensions, ils voyaient quoi les gens qui disaient 3 dimensions? Des graphes, des courbes, des lines, mais en 3D. Donc en fait, c'est des plans, en fait, ça permet de... Ah, une vision 3D du chart. Alors on va parler de la 3D tout à l'heure, j'ai un gros sujet sur la 3D. Mais c'est parti. Alors la taille, c'est bien, j'aime bien, je valide la taille. Donc là, 3 dimensions, on est toujours sur un truc plat qui se lit très bien. Et 4 dimensions, on fait la couleur. Bravo.
Donc voilà, 4 dimensions, on est toujours sur un truc plat, pas besoin de 3D ni rien, ça marche bien. Et est-ce qu'on peut faire 4 dimensions, enfin plus de 4 dimensions? Non, c'est probablement pas une bonne idée. Si vous arrivez à vouloir faire plus de 4 dimensions, il vaut mieux faire plusieurs graphes et les mettre les uns à côté des autres. Ça va être beaucoup plus efficace que d'essayer de sortir un truc qui va être improbable. Je ne veux même pas imaginer la tête que ça aura. Donc voilà, dimension jusqu'à 4. Donc la 3D parce que j'aime bien la 3D. Alors la 3D, est-ce qu'on peut faire un bar chart en 3D? Non, c'est moche. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, en juillet, en fait, c'était combien les millimètres? C'est 100 ou c'est moins de 100? Ouais, on ne sait pas trop, hein. Ouais, donc c'est pas terrible. C'est la 3D, ça sert à rien parce qu'en plus, ça apporte de la redondance dans les informations. Ici, on voit, il y a la hauteur de devant, la hauteur de derrière, les barres sont répliquées, enfin, ça sert à rien. Ça sert juste à faire joli, mais c'est pas efficace. Un line chart en 3D, ouais. Ouais, si, ouais, non, ça, ça a été fait avec Excel, hein, vous pouvez les refaire les mêmes. C'est le truc de base, ouais, c'est pas terrible. Des formes en 3D, on a vu tout à l'heure, pour les proportions, c'est pas top. Hein. C'était assez compliqué de savoir le 50 et le 25%. Donc non, et les pie charts en 3D, non, ça c'est même pas la peine d'y penser. Là, c'est pire que tout parce qu'en fait, si vous utilisez l'angle au centre, ça va être faussé. Si vous utilisez l'arc, ça va être faussé. Les volumes départ qui vont être faussés aussi. Donc ouais, voilà. Les autres encore, c'était juste de la redondance d'informations. On arrivait à s'en sortir, mais un pie chart, c'est même pas la peine. Ça déforme le graphe. Et encore là, ça va. L'angle, il est à peu près sympa. Il n'est pas trop élevé, mais ceux qui le couchent carrément, c'est... Non, faites pas des pie charts en 3D, s'il vous plaît. Bon, maintenant, on va parler un peu autre chose. C'est le life factor. En fait, ce qui est important dans vos données, c'est de représenter la vérité. Et le life factor, en fait, c'est quand l'effet que vous donnez à votre représentation n'est pas proportionnel à l'effet qu'il y a dans les données. Donc, un des life factors, par exemple, c'est les échelles qui ne commencent pas à 0 sur les bar charts. Donc là, vous voyez, j'ai ma société qui s'appelle eCorp. Et vous voyez qu'on a fait une très belle progression entre 2014 et 2015. Et donc, mes chers actionnaires, soyez très heureux pour nous. On a fait une belle progression. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Non? Pourquoi? Hein? Ouais, j'ai un peu triché, vous croyez? Ouais. En fait, la vérité, c'est ça. C'est pas pareil. C'est moins sexy. La progression, elle est tout de suite moins belle, en fait. Un autre life factor, c'est de couper les échelles. Donc là, par exemple... on a été très fourbe, on a coupé une échelle. Et donc, si vous regardez ce qui se passe très bien ici en septembre, vous allez voir. Donc là, on dit, oh, c'est à peu près attraction 1, attraction 2 en septembre, c'est à peu près, grosso modo, la même chose. Et maintenant, quand on plotte le vrai truc, ah bah non, en fait, pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout. J'aurais même pu vous rajouter la ligne pour vous faire croire, vous montrer où j'avais coupé, mais c'était le même effet. Hein. On se fait avoir à chaque fois. Donc, les échelles, vous ne les coupez pas. En fait, là, ici, tu vois, à 350, tu passes de 300 à 3000 ici. On trouvait que ça prenait trop de place, alors du coup, on s'est dit, en fait, tout ce qu'il y a entre 300 et 3000, on va l'ignorer, on va tout remettre. Donc, c'est pas une bonne idée. Enfin, sauf si vous voulez mentir. Dans ce cas-là, là, vous avez le droit. Il y a un cas où tu mens pas quand tu fais du démarrage d'échelle pas à zéro. C'est dans le cas où tu veux montrer un phénomène où les variations sont petites. En fait, oui, mais là, dans ce cas, tu fais pas un bar chart, tu fais un line chart. Et là, tu as le droit. Ouais. Là, je t'en veux pas si tu fais un line chart et qui commence pas à zéro. Puisque c'est l'évolution que tu veux montrer. Ouais, et du coup, mais sur les bar charts, non, tu commences à zéro. C'est pas d'excuse. C'est même utilisé pour manipuler, tu vois, souvent sur les papiers. Ah oui, oui. Utiliser les trucs couplés. Ouais, si vous allez sur Fox News, ils en ont des très beaux graphes. C'est les meilleurs pour ça. T'as la même chose pour les graphes online. La façon de les faire mentir, c'est de ne pas mettre la fin, en fait. Oui. Ça est utilisé par les labos pharmaceutiques pour faire mentir leurs études. Ouais, ou alors sinon, ce que tu peux faire sur un line chart, ce qui est très drôle, en fait, c'est tu plottes de mois en mois, et ton dernier mois, il n'est pas complet, mais c'est pas grave, tu l'affiches quand même et tu fais la ligne qui descend. Ah ouais. Et comme ça, tu dis, ah, vous voyez, les résultats, ils se cassent la gueule sur le mois en cours, c'est pas bien. En fait, c'est juste que vous avez 2 jours de données au lieu d'avoir un mois. Mais c'est pas grave. Donc, life factor, voilà, j'ai fait. Alors, la couleur, c'est compliqué.
J'ai repris un graphe de XKCD de comment ils comprenaient la couleur au fil des années. Donc au début ça allait et à la fin en fait c'est avec un peu de chance ce sera le problème de quelqu'un d'autre et j'aurai pas à m'en soucier. Moi je suis à peu près à ce stade-là en fait niveau couleur. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. On va en parler quand même parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur la couleur. Donc les couleurs, il y a 8% des hommes qui sont colorblind, donc qui sont daltoniens. Donc ça veut dire que statistiquement, à Xebia, on a une centaine d'hommes consultants normalement. Il doit y en avoir au moins un ou deux qui doivent être daltoniens dans le lot. Voilà, je vous laisse les trouver. Donc daltonien, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, ils ne discriminent pas. Il leur manque une couleur. Mais je suis à peu près sûr qu'il y en a un. Enfin, je suis entièrement sûr qu'il y en a un. Parce que je le connais. Donc, colorblind, pour ceux qui ne savent pas, c'est ils ne voient pas une couleur. Donc, le plus courant du colorblindness, c'est de ne pas voir le rouge. Donc, si vous leur présentez un truc vert, un truc rouge, ils ne sauront pas vous dire lequel est vert, lequel est rouge. Pour eux, les deux sont verts. Un moyen simple qu'on m'a donné, il y a un mec qui était daltonien qui m'a dit ça, parce qu'il en avait marre en fait, parce qu'une fois que vous dites aux gens que vous êtes daltonien, ils font sans cesse vous demander « et ça, tu vois ça de quelle couleur, et ça de quelle couleur ?» C'est très énervant pour eux, donc il m'a dit, il en avait marre, du coup il avait des lunettes 3D bleues et rouges, et il dit « tu mets ça sur tes yeux, et voilà, maintenant tu es daltonien. » Voilà. Sinon, il y a des outils pour transformer vos écrans et tester les différents types, qui marchent plus ou moins bien. Ouais, ça peut être une solution pour les daltoniens, les textures ou les formes. Et par contre, il y a 0,5% des femmes qui sont daltoniennes. Chapeau. Color Oracle. De quoi? Un outil qui marche très bien pour simuler le... Non, mais ça n'a rien à voir avec le qui marche très bien pour vérifier si votre bar chart est... on va voir les couleurs. Dans les couleurs, en fait, il faut respecter les conventions. Si vous voulez utiliser de la couleur sur le graphe, ce qui permet de vous faire du double encodage, ce qui aide les gens à mieux se repérer. Et donc, pour ça, si vous voulez faire ça de manière efficace, il faut utiliser les conventions. Alors, une convention courante, par exemple, c'est que la banane, c'est jaune. Donc, si vous avez un graphe et que vous avez différents fruits à représenter, des oranges, des bananes et des pommes, vous n'allez pas mettre les oranges en vert, les bananes en bleu et les pommes en violet. Voilà, vous mettez les pommes en rouge, les bananes en jaune et les oranges en orange et tout va bien et les gens vont comprendre beaucoup plus facilement de quoi vous parlez. Donc ça marche aussi avec les marques. Si vous avez des marques qui sont fortement associées à une couleur, vous avez tout intérêt à plotter de cette même couleur la marque sur votre bar chart ou line chart. Et il y a une autre convention qui est importante aussi, c'est que le gris, ça veut dire pas de data. Donc là, si je vous montre cette carte-là, c'est que je l'ai vraiment vue. En fait, c'est une carte qui représente les résultats des élections. Et donc là, quand on voit cette carte, on se dit, bah, c'est cool, en fait, ils ont juste les élections pour en bas à droite. Je ne sais plus quel département c'est. Ça a changé. Donc, PACA, ça n'a pas changé? PACA. Bon, voilà. Et tout le reste, on ne sait pas, en fait. En fait, ils ont eu la bonne idée de mettre que gris, c'était quand c'était Macron qui était devant. Et ben voilà. Mais comme on ne le sait pas, donc ne faites pas ça. Ils auraient pu mettre du orange ou n'importe quelle couleur, mais pas gris. Gris, c'est une mauvaise idée. Alors là, ouais. Ça, c'est les ellipses de macadam. Ça vous paraît un peu barbare comme ça, mais en fait, c'est très simple à comprendre. C'est à l'intérieur de ces ellipses-là, vous êtes incapable de différencier les deux couleurs. Si j'extrais une ellipse deux couleurs de la première ellipse sur le vert, je vous l'ai mis l'une à côté de l'autre et vous êtes incapable de me dire lequel est plus vert que l'autre. Et pourtant, il y a bien une différence. Si vous regardez les codes exa des couleurs, il y a une différence. Donc quand vous choisissez vos couleurs, évitez de prendre des couleurs différentes au sein d'une même ellipse de macadam, puisque visuellement, elles sont semblables. Donc voilà, c'est juste un truc à savoir. Après, généralement, quand on choisit des couleurs, on s'amuse à choisir des couleurs assez éloignées les unes des autres, en respectant bien sûr le fait que certaines personnes peuvent être daltoniens et donc pas éviter de choisir du vert et du rouge. Mais voilà. Donc les color maps, alors ça j'ai beaucoup de mal avec les color maps, surtout avec les rainbow color maps. Donc ça c'est une visualisation que j'ai faite, donc on va dire on part en randonnée, on est en bas à gauche 0 0 et on va aller au milieu à 500 500.
Et donc là, vous avez une color map qui représente l'altitude. Donc, on va se balader et qu'est-ce qui va se passer? On va dire, oh bah ok, on va rentrer dans le bleu, ça va monter un peu, puis après ça va être calme, on va être sur un plateau. Tout le monde est d'accord sur ça? Ouais. Ensuite, on va arriver sur la bande cyan. Là. La bande cyan, on va sûrement se taper une grosse côte en fait. Ça ressort un peu, non? Et après, on va aller sur le vert jaune. Là, ça a l'air de monter tranquillement. Après, sur le jaune, c'est pareil, on va avoir un autre pic. Vous êtes d'accord? Et après, on va arriver entre le rouge et le noir, là où ça va pareil. On va revoir un cercle. Est-ce que vous êtes à peu près tous d'accord avec ce que je viens de raconter? Non? Oui, on perçoit, effectivement, on perçoit pas, on n'a pas l'impression que ça fait une pente progressive. On peut même avoir l'impression que c'est de voir, je sais pas. Oui, il y a des vagues, ouais. Les couleurs se mélangent en fait, parce qu'elles sont proches, et en fait c'est linéaire. C'est ça. Ouais. La vérité, c'est que en fait, c'est comme ça. Ça monte avec la même pente tout du long. C'est juste l'effet que vous avez vu, c'est juste dû à la Rainbow Color Map qui est choisie, qui n'est pas visuellement linéaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, si vous avez une color map à choisir, prenez plutôt des nuances de gris que de faire un truc assez horrible avec des couleurs qui changent au fur et à mesure. En plus, si par malheur, il y a quelqu'un qui est daltonien qui va voir ça, il ne verra pas du tout ça en fait. Et là, c'est une horreur. Donc, vous n'êtes pas obligé de choisir que du gris. Vous pouvez choisir une color map qui va du blanc au rouge ou du blanc au violet, suivant ce que vous préférez. Mais faites attention. Il y a des color maps qu'ils ont essayé de faire visuellement linéaires, qui pour le coup passent pas du tout, ça passe plutôt vers des teintes jaune-violet vers le noir, plutôt que de faire une progression vert, rouge, bleu. Ça marche assez bien, mais c'est encore pas top. Et pour l'anecdote, il y a certains scientifiques qui ont eu la bonne idée de faire des cartes je crois que c'était pour la météo, où ils avaient utilisé une color map jet, comme on a vu tout à l'heure, qui est par défaut en MATLAB. Et en fait, toutes leurs conclusions étaient absolument fausses, parce qu'ils se basaient sur des fronts qui n'existaient pas, parce que la color map était totalement fausse, en fait. Et du coup, ils voyaient des choses qui n'existaient pas. Et après, ils sont repassés en niveau de gris, et ils ont vu que c'était totalement faux ce qu'ils avaient raconté. Donc faites attention, color map, prenez des nuances de gris, c'est beaucoup mieux. Bon, non, on va passer sur un truc totalement différent. En fait, là, on va parler de dry. Parce que dry pour le code, dry pour les databases aussi. Donc, ne pas se répéter. Donc, comment faire pour ne pas se répéter dans une database? Par exemple, au lieu de faire des lignes pour mettre une grille derrière votre database, vous pouvez faire des lignes blanches qui se mettent devant votre database. Ça fait de l'encre en moins. Et on compare tout aussi bien. En fait, on va voir ici, hop, il y a deux barres, il y a une petite barre qui est plus grande que celle-là, enfin, qui est plus petite que celle-là, et du coup, ça va être celui-là qui est plus grand. Ça marche aussi bien que des barres, et ça fait de l'encre en moins. En fait, il y a un principe qui dit qu'il faut minimiser l'encre qui n'apporte pas d'informations sur votre graphe. Le but, c'est que chaque goutte d'encre que vous allez déposer sur un graphe, ça rapporte de l'information supplémentaire. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, light grid. Évitez de faire des grids comme ça. Pourquoi? Parce que déjà c'est illisible. En plus, ça va avoir tendance à faire des artefacts visuels assez désagréables à regarder. Là, ça va, mais j'ai vu pire. Hein. Si vous faites un graphe sur du papier millimétré, c'est bien pire que ça. Évitez les informations redondantes. Donc là, je me suis un peu lâché là pour le coup. Donc on a une grille déjà devant qui est bien trop épaisse. On a les axes qui sont répétés à droite et à gauche. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai répété les valeurs au-dessus de chaque barre. Donc là, c'est beaucoup trop chargé et ça ne sert à rien. Donc si on veut on a le droit de mettre les valeurs au-dessus des barres si on veut que les gens aient la valeur exacte. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de mettre les valeurs sur les axes des deux côtés. Vous pouvez garder la grille, mais en grille blanche par-dessus et ça marche aussi bien. Donc voilà. Et ça, c'est le pire qui a pu exister. Heureusement, maintenant, on a des imprimantes couleurs, donc ça se fait plus trop. Et c'est rajouter des effets de texture comme ça. C'est assez... Là, ça va encore, mais il y en a, c'est assez désagréable à regarder. Ça fait du scintillement en fait, dans les yeux à cause d'une illusion d'optique. En fait, quand vous avez des carrés de fort contraste avec des bandes blanches au milieu, vous allez voir des points noirs qui se baladent à l'intersection des carrés. Donc, là, vous allez retrouver à peu près le même effet. C'est assez serré, ça ne se voit pas trop, mais ouais, ne faites pas ça. Faites des nuances de gris si vous voulez, ça marche bien les nuances de gris. Ou mettez des couleurs, mais des textures comme ça. Voilà.
Et donc maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc j'ai choisi des graphes, pas trop au hasard, et c'est à vous de me dire quelles erreurs vous avez. Donc quelqu'un a une suggestion pour celui-là? Trop chargé, ouais. Ben, j'ai envie de dire, ça dépend quelles questions ils veulent poser. C'est pas ce qui me choque le plus, les barres, mais... Non, mais on ne sait pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est cette ligne. Le blanc, excusez-moi, c'est parce que j'ai enlevé les légendes qu'il y avait. En fait, ça représente le nombre de personnes et ça représente un chiffre d'affaires. Et donc le nombre de personnes, il est écrit là, il est reporté sur les bulles ici, dont vous n'avez pas l'échelle d'ailleurs, puisque l'échelle que vous avez à gauche, c'est le chiffre d'affaires, sauf que c'est 20 000 alors que c'est 19,5. On ne sait pas pourquoi. Et voilà. Et vous avez une échelle, on va le faire dans l'ordre. Donc là, déjà, on a ce que je disais, l'échelle qui n'est pas cohérente par rapport à la valeur qui est écrite au-dessus du chart. On a aussi des lignes blanches qui ne servent strictement à rien, vu que les valeurs sont notées au-dessus, donc on aurait pu les supprimer. Ensuite, vous avez ici un facteur de mensonge, puisque l'échelle utilisée par ça, c'est pas la même échelle que utilisée par ça. On voit bien que le 148 ici, normalement, c'est au-dessus de 19,5 et c'est en dessous, donc c'est pas logique. Et plus l'effet qui est... Enfin, en fait, ici, vous allez avoir une progression, et là, vous avez l'impression que ça progresse beaucoup moins, parce que les échelles sont différentes. Alors qu'en fait, ça progresse exactement pareil. Donc j'ai refait ce graphe-là, avec des line charts, sur un truc qui me paraissait plus pertinent. Et j'ai gardé le système de mettre les échelles à droite et à gauche pour le nombre de personnes. Et ça marche un peu mieux, je trouve. On voit bien qu'il y a une corrélation entre le chiffre d'affaires et le nombre de personnes, et que... Et bon, sinon, pour ceux... Enfin, j'ai fait une deuxième version après, parce que j'étais pas trop content de celle-là, en fait. J'ai fait la version avec des bulles pour 3 dimensions sur 2 axes. En mettant les années, le chiffre d'affaires, c'est la hauteur de la bulle, et le nombre de personnes, ça a grossi au fur et à mesure. Donc voilà. Après, lequel est le mieux? Aucun. Ça dépend de la question que vous avez à répondre. Le premier était bien. Deuxième graphe, donc ça c'est pareil, encore un truc choisi au hasard. Qu'est-ce qui ne va pas sur celui-là? Comment? Trop épais? Les traits sont trop épais, ouais. S'il n'y a que ça qui vous choque, on va avoir un problème. Je vois pas tout le lien entre les différents ouais. catégories. Quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi on a utilisé un line chart qui représente l'évolution une évolution entre technique et événement? On ne voit pas trop. Bien. Alors, un autre problème aussi? Ah ouais, 5-4, 5-4. Ouais. Alors, il y avait autre chose aussi d'intéressant, c'est que la colonne totale ici, c'est qui fait écraser complètement l'échelle et qui ne sert pas à grand chose en fait. Ça aurait été bien de refaire un autre graphe avec le total si on voulait, genre un bar chart à côté ou un paille. C'était bien. Et aussi une deuxième incohérence, c'est les couleurs qui ne sont pas associées au nom des entreprises. Par exemple, vous bien, on aurait pu le mettre en violet, ça aurait fait plaisir à tout le monde. Donc j'ai refait ce graphe, version moi. Donc ça c'est ma proposition, je trouve que c'est un peu plus clair. J'ai viré la colonne totale, j'ai mis les bonnes couleurs pour les entreprises par rapport à ce qu'il y a à leur charte de leur site web actuel. Sauf pour Xebia, j'ai gardé le violet. Après, ouais, on voit toujours pas à quoi correspond le nombre à gauche. Le nombre à gauche? Ouais, bah, ah, c'est le... Ouais, en fait, c'est le nombre de publications sur les sujets. Entre Zénith... Ah, ok. Ouais, ça c'est dû au vidéoprojecteur. Normalement, il y en a un qui est orange et l'autre qui est rouge. Mais en fait, sur le vidéoprojecteur, les rouges, ils ressortent à peu près pareil que les oranges. J'ai pas passé trop de temps non plus à choisir les couleurs. J'aurais peut-être dû finalement. Et pareil, le violet, il ressort un peu noir, mais normalement, sur un écran correct, il ressort beaucoup noir. Par contre, j'ai jamais compris l'intérêt de faire des lignes entre des catégories en fait. Comme, il n'y en a pas justement, c'est ça le problème. Pourtant, ça existe bien sous Excel, on peut le faire. Quoi. Je sais pas, Ah oui, Excel, oui, il vous permet de faire tout. Hein, mais... Après, c'est au bon sens de celui qui fait la dataviz de... Ah bien sûr, mais comment c'est sorti de l'esprit malade Non, mais Excel, il te permet aussi de faire des barres en 3D et des lignes en 3D. Donc... un autre graphe aussi qui marche pas très bien. Alors là, c'est
les morts par arme à feu en Floride. Et donc en 2005, ils ont passé une loi pour permettre aux gens de se défendre sur leur terrain, qui vous autorise à tirer sur quelqu'un qui serait sur votre terrain. Non, en fait, il y en a plus. Ils ont inversé l'échelle. Mais en fait, c'est bien, c'est ça le problème. Le problème de ce chart-là, c'est que, en fait, on a l'impression que c'est un graphe à fond blanc, enfin, le background est rouge et que l'air du graphe est blanc. Alors que pas du tout, c'est juste qu'ils ont inversé l'échelle. Alors pourquoi ils ont eu cette idée un peu tordue? C'est parce que juste avant, il y a un autre graphe qui est sorti. C'est la guerre en Irak pour les Américains, le nombre de morts qu'ils ont eu. Ah, donc il faut essayer de faire une tâche de sang. Voilà, c'est ça, c'était l'idée. Alors pourquoi l'autre ne marche pas? Parce que eux déjà, ils ont fait des barres au lieu de faire des lignes. Et ensuite, ils ont beaucoup plus de données. Et on voit bien la goutte de sang qui descend. Et celui-là marche beaucoup mieux en fait. Enfin, moi je trouve qu'il marche beaucoup mieux. C'est le côté artistique. Ah, on a le droit de se faire plaisir en DataVis. Et donc voilà, ils ont voulu s'inspirer de celui-là, mais sauf que manque de peau, ils n'ont pas assez quadrillé, du coup ça ne marche pas. Ouais, il faut faire gaffe. Donc plus de DataVis. Il me reste du temps? Ouais, c'est bon. On va passer à d'autres DataVis un peu plus compliqués, mais voilà, on va en parler. Les heatmaps. Alors là, celle que vous connaissez tous, j'imagine, c'est pour représenter deux catégories, deux variables catégorielles et une troisième variable quantitative. Et c'est pour voir, par contre, c'est pas du tout précis, c'est juste pour avoir une idée de l'importance d'un truc et essayer de voir, de reconnaître un pattern dans le truc. C'est pas précis, c'est juste pour faire plutôt de l'exploration ou avoir un truc joli visuellement. Pour essayer de voir un pattern. Par exemple, là, on pourrait facilement dire quand est-ce que cette personne-là a pris des congés. Le jour où elle n'a pas commité, on va dire que c'est le jour où elle était en congé, ou pas. Sauf si elle code pour son plaisir, on va dire. Et on voit bien que là, ils ont bien fait les choses, GitHub, pour le coup, parce que l'échelle ici, c'est moins et plus. Ils ne se sont pas amusés à mettre des nombres, puisque de toute façon, voir les différentes tonalités de vert pour savoir le nombre de commits, ça aurait été juste pas possible, ça aurait servi à rien. Donc voilà. Voilà, c'est deux catégories de dimensions. En fait, il y a trois dimensions. Ouais, il y a trois dimensions, ouais. Mais par contre, là, le gris, par rapport à ce que tu disais sur le gris qui veut dire pas de données, là. Bah, gris, c'est où il n'a pas commité. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est zéro, quoi. Données en soi, en fait. Oui, tu as une donnée zéro. Mais enfin, le gris, ça représente soit zéro ou soit l'absence de données. Okay. Là, on est tous d'accord que zéro, gris, c'est zéro, quoi. Il n'y a pas de débat sur ça. Pas comme sur la carte de France où en fait on voyait gris, on se disait bah il y a du gris, il y a du bleu, donc du coup c'est quoi? Le sunburst, c'est pour voir, en fait c'est quand on veut partir d'un pie chart, donc on voit la composition dans un tout, et en plus on a une hiérarchie qu'on veut défiler. Donc là c'est l'exemple classique, ça c'est mon disque dur en fait. Donc vous avez la racine et après vous avez les différents répertoires et la taille de chaque répertoire. Ça marche bien, pas sur le papier, ça marche bien en numérique parce que en fait, vous allez pouvoir passer votre souris pour dire à quelle catégorie correspond chaque portion. Si vous faites ça sur le papier, là, comme ça, on dit c'est cool, mais après, si je veux rajouter les noms, c'est plus possible. Une bonne idée, c'est d'utiliser la couleur pour mettre en avant des groupes. Donc là, par exemple, ils ont pris le rouge pour le premier groupe, le bleu pour le deuxième, vert, et après, ils ont fait un dégradé orange pour les autres. Donc si vous avez pour renforcer l'idée de hiérarchie et de savoir d'où ils viennent, vous plottez tout dans la même couleur en variant les nuances plus vous descendez, et ça marche assez bien. Donc dans le même esprit, il y a la trimap. C'est pour représenter à peu près la même chose, mais en différent. C'est de la composition pareil, c'est de la partie dans un tout. Donc il y a les premiers carrés qu'on voit, les grands carrés qui vont représenter le premier niveau, et à la fin, vous allez avoir des carrés de plus en plus petits. Et donc la bonne idée, c'est pareil, c'est pas de le faire sur du papier, mais de le faire en version numérique, pour qu'on ait un système de drill down qui permet aux gens d'aller explorer et de rentrer dans les carrés, voir petit à petit. L'inconvénient de ça la différence par rapport à l'autre charte d'avant, c'est que sur l'autre, si je voulais comparer par exemple le troisième niveau, des trucs en troisième niveau, je pouvais le faire simplement. Je pouvais facilement comparer par exemple ça à celui-là, savoir lequel était plus petit ou plus grand.
Par contre, sur celui-là, si je veux comparer ce qu'il y a dans le deuxième niveau, déjà, ce carré-là par rapport à un carré qui serait là, c'est beaucoup plus chiant. Bon, là, en plus, il y a beaucoup de données, donc ça marche moins bien. Et pareil, il y a on peut utiliser des couleurs pour les catégories principales. Et, voilà. Un autre truc, ça, c'est les parallèles sets ou les diagrammes de Sankey. C'est pareil, quand on a une hiérarchie et qu'on veut voir comment se distribue. En fait, c'est souvent utilisé en flux. On a une source en entrée et à la fin, elle va se distribuer dans différents composants et après se redistribuer et s'agréger. Ce qui est important ici, c'est que la hauteur des barres, ça doit représenter la proportion de chaque part. Et que quand vous faites des bandes ici, vous ne vous amusez pas à les réduire au fur et à mesure pour faire des barres plus petites. Vous gardez la même hauteur de barre. Et ce qu'il faut regarder quand on voit un truc comme ça, en fait, c'est de ce qu'il y a en entrée et ce qu'il y a en sortie. Souvent, ça sert plus d'exploration. Par exemple, là, on voit que liquide, il se ramifie. Et il reçoit un seul truc en entrée, après, il se ramifie, et après, là, il y a beaucoup de données. Donc, c'est le bordel. Et la bonne idée, c'est de pouvoir surligner au curseur les branches qui vont ensemble. C'est un peu chiant à faire, mais ça peut être cool. Et après, c'est fini. On a fait le tour. C'est quelques liens que je partage. Donc en haut, c'est toutes les vis que j'ai utilisées. Je suis sympa, j'ai cité les gens, les vis que j'ai repris. Et en bas, c'est l'inspiration, c'est les trucs que j'ai lus pour arriver à ce résultat-là. Donc je vous conseille les trois premiers. Ça, c'est un article de blog de Elliot Kennedy qui fait des data vis pour le Huffington Post, si je ne raconte pas de conneries. En fait, elle a repris tous les articles scientifiques en matière de data vis et de cerveau, savoir comment les gens perçoivent les data vis. Et c'est ce que j'ai utilisé dans la première partie surtout. C'est très intéressant à lire. Ensuite, il y a deux livres. Il y en a un d'Edward Tufte, The Display of Quantitative Information. C'est un peu la référence si vous parlez à des gens qui touchent un peu à la data vis. Et le deuxième, c'est Data Visualisation d'Andy Kirk, que je n'ai pas fini de lire, et qui est très intéressant. Surtout les pages du milieu, en fait, au milieu de son bouquin, il liste toutes les data vis qui existent. Il vous explique à quoi ça sert, quelles sont les alternatives pour chaque data vis, comment les lire, et quelles erreurs à éviter, et tout ça. C'est super intéressant et je vous le recommande. Donc voilà. Ouais. C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Ouais, je pense à mon avis, tu dois pouvoir retourner un graphe quand tu es sur des langages qui sont en right to left. Parce qu'il y a un moyen universel. Bah, ouais. Ça doit être plutôt gênant pour les barres, on s'en fout un peu en fait, qu'ils les lisent de droite à gauche ou de gauche à droite. Plutôt pour les lines, quand tu as une time series, faudrait leur poser la question comment ils représentent les time series. Après, le temps pour tout le monde, c'est de gauche à droite, je pense que ça n'a rien à voir avec Non, si, parce que quand tu lis une phrase, Ah oui, quand tu lis une phrase, c'est pas le temps. bah, c'est un peu la progression, c'est la progression. Donc non, là tu penses comme un mec qui lit et qui écrit de gauche à droite. Non, pour moi, c'est pas la même dimension. Ouais, mais t'en sais rien en fait. Si les mecs ils ont pensé à écrire de la droite à gauche, qu'est-ce qu'on sait qu'ils vont tourner? C'est pareil, les représentations sont inversées parce que il n'y a pas de logique en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas logique de dire que le temps c'est différent, ça sera de gauche à droite. Bah, l'aiguille est quand même dans le même sens. L'aiguille, elle pousse. Ah ouais, mais